Bon, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau dans cet amphithéâtre Jacques Nichet. Et alors, c'est pour moi un plaisir vraiment égoïste, hein, je dois l'avouer. Hein. Et c'est un plaisir pour tout le monde, parce que Jacques Nichet est le grand metteur en scène que tout le monde connaît. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous le retrouvons après l'année qu'il a passée ici, parce qu'il va nous parler d'un thème, donc le dictateur, son double et son envers, Chaplin, Brecht, Erdmann, qui, dans sa formulation, laisse deviner ce qu'il y a de nichétien dans le propos, hein, et qui en même temps renvoie à des parts de son travail que nous avons tous, certains d'entre nous ont en mémoire. Ça, moi, j'ai un souvenir très vif du suicidé d'Hertmann il y a quelques années déjà. Et pour moi, je ne peux pas m'empêcher d'en faire la confidence. C'est un plaisir égoïste parce que nous nous connaissons, enfin nous étions ensemble en Cagne. Nous sommes entrés ensemble à l'école normale supérieure. Non seulement nous avons passé l'agrégation ensemble, mais nous l'avons préparé ensemble. Nous lisions le programme de latin et de grec ensemble pendant toute l'année. Et comme Jacques Nichet était bien meilleur que moi à latin et en grec, il m'a fait travailler toute l'année. J'en ai tiré un profit considérable de ce qui était en fait des leçons particulières. Et voilà. Et nous sommes des amis proches depuis. De sorte que je suis content, je suis ému, et voilà. Pour moi, en tout cas, ce séminaire s'ouvre de la meilleure façon possible. Eh bien, qu'il s'ouvre. L'émotion est partagée, cher Michel. Tu m'as fait la plus belle surprise de ma vie en m'invitant à rejoindre pendant une année ce collège des professeurs. Et cette surprise m'a permis de réfléchir à mon métier de metteur en scène, d'élargir mes connaissances et de retrouver le plaisir d'enseigner qui est finalement le plaisir d'apprendre. Et d'apprendre, et d'apprendre, et d'apprendre, et ce n'est jamais fini. Voilà. Imaginez la scène. Des milliers et des milliers de fanatiques écoutent Hitler depuis des heures quand soudain ils l'entendent hurler « Nos pires ennemis sont les Juifs et les bicyclistes. » Abraham Lévy, perdu dans la foule, lève alors le doigt et interrompt l'orateur. Pourquoi les bicyclistes? Si Hitler s'était contenté de recenser sa haine antisémite, l'humour, il n'y aurait vraiment pas de quoi rire. L'humour aurait pu sembler déplacé. Pourtant, c'est l'humour qui déplace la cible de l'agression en la redoublant. Ce double inattendu qui semble multiplier la haine, la parasite au contraire. Cet ajout qui provoque un court-circuit nous étonne. Une interrogation renouvelée surgit, soulevée par un juif qui ne se défend pas. Il veut simplement connaître la raison de cette agressivité qui touche les malheureux bicyclistes. Oui, pourquoi? Une comédie pour faire rire et réfléchir les simples gens qui forment le public se doit de les étonner par cet étrange redoublement du réel. J'ai choisi deux auteurs qui se sont moqués d'Hitler en représentant son double, qui surgit pour nous interroger encore une fois, oui, pourquoi? Pourquoi Hitler? Pourquoi et comment avons-nous pu laisser arriver au pouvoir un tel meurtrier? Brecht se pose déjà cette question bien avant de partir en exil dès le lendemain de l'incendie du Reichstag en février 1933. C'est pour y répondre qu'il rédige en 1941 La résistible ascension d'Arturo Ui. Loin, très loin de la magnification de l'histoire allemande
célébré par Hitler, il nous raconte une petite chronique sordide, criminelle, d'une bande de gangsters à Chicago, survivant à force de rackets et de rapines. Brecht se fait un malin plaisir de tordre le cou à la fascination que les simples gens peuvent ressentir en écoutant à la radio la voix vibrante de cet homme providentiel qui les invite à se joindre à lui et à revêtir l'uniforme nazi. Brecht affuble Hitler d'un masque de clown grotesque et terrifiant. Arturo parasite Adolphe. Ce masque, ce double, trahit le vrai visage. Un truand qui commence à grimper en mettant ses complices au service des trusts déstabilisés par la violence de la crise économique et par la révolte ouvrière. Et dès que cet émule d'Al Capone envisage d'aborder la politique, il cherche à tout prix le moyen de donner de lui une image un peu plus reluisante. Et c'est un vieil acteur, jouant un vieux répertoire, qui va l'aider à inventer son double. Le film de Chaplin, dont le tournage commence en 1939, quelques semaines avant la déclaration de la guerre de la France et de l'Angleterre, aurait pu s'intituler « Charlot dictateur ». L'acteur s'en donne à cœur joie. Hitler est vampirisé par Charlot. Le dictateur ne sait pas qu'à côté de lui se démène également un sosie qui va involontairement le doubler, le trahir, le remplacer à la tribune et parasiter son message. Comble de l'ignominie pour le dictateur, il se met désormais à ressembler à un misérable petit juif. Sa victime devient son rival et se met à parler en son nom. C'est le monde à l'envers. Comment un dramaturge moscovite peut-il avoir l'imprudence et l'impudence, en 1928, d'inviter le personnage de Staline à intervenir, ne serait-ce que quelques minutes, dans une pièce qui a un drôle de titre, drôlement inquiétant pour une comédie, Le Suicidé. Nous verrons de quelle manière Nikolai Erdmann, par le biais de son sganarelle soviétique, ose défier le commandeur du Kremlin. Ces trois auteurs laissent leur fantaisie comique dévoiler la vérité. Ils viennent remettre la réalité sur ses pieds dans un éclat de rire général, ce qui n'empêche pas ce plaisir d'être traversé par l'inquiétude ou l'angoisse ou la colère. Ils croient tous les trois aux vertus du divertissement, qui signifie détournement. Ils aiment entendre rire et applaudir le public, redécouvrant que le monde dans lequel ils vivent tourne à contresens. Tel un bonimenteur, Brecht fait entrer, comme pour une parade sur des tréteaux de foire, quelques pitres, Gori et Gobola, entendez, Göring et Goebbels, sous la figure de petits gangsters de Chicago, aux ordres de leur chef, dont le nom n'a aucune ressemblance avec celui que l'on sait. Ui se prononce en allemand Ui. C'est Arturo Ui qu'il faut dire. Ui, une interjection exprimant douleur, surprise et mécontentement. L'appellation ridicule de ce pantin nous invite à effacer la fascination qui entoure la figure du Führer. Voici donc le gangster des gangsters, le tristement célèbre Arturo Ui, fléau que le ciel en colère envoya nous punir de nos iniquités, nos crimes, nos erreurs et notre lâcheté. À ce premier double du dictateur s'en ajoute aussitôt un second. La violence et l'effroi qui entourent cette ascension invitent Brecht à choisir le grand style tragique. Le narrateur de cette chronique criminelle reprend le vers que Schiller a choisi pour donner un rythme d'âpreté et de rapidité
aux tragédies élisabéthaines. Le public apprécie de basculer ainsi entre un roman policier et Shakespeare. Comment ne point penser à Richard le III ? Jamais depuis le temps de Lancastre et Tudor, jamais on n'avait vu la même histoire de flammes et de mort. Tout est représenté en grand style tragique, mais sans quitter d'un pas le réel authentique. Arturo Houille trace son petit chemin à la mitraillette. Ce malfrat se contente d'assassiner et d'extorquer de l'argent. Même s'il se sent encore incapable de tenir un grand rôle, il tente sa chance en devenant maître chanteur. Il apprend que le maire de Chicago, Innsborough, est impliqué dans une affaire de corruption. Le chantage d'Arturo lui permet d'arracher à ce vieux notable affolé un poste de la plus haute importance, ce qui équivaut dans la fable brechtienne au poste de chancelier accordé à contre-cœur par Hindenburg. Arturo Houille, au pied du mur, convoque aussitôt un vieil acteur. Alors écoutez, on m'a laissé entendre que ma prononciation laissait à désirer. Comme je ne pourrais pas éviter, dans certaines circonstances, d'avoir exprimé quelques mots, surtout si ça tourne à la grande politique, je veux prendre des leçons, mais aussi pour le maintien. L'apprenti dictateur s'empresse de réclamer un miroir. Un garde du corps apporte un gigantesque miroir. C'est une didascalie. Cet accessoire est aussi démesuré que le désir de transfiguration du gangster. Pour faire de la grande politique, un chef doit savoir donner l'image de la grandeur. Même si ce n'est qu'une apparence, une impression, un effet d'optique dans les yeux des petites gens. Comment manipuler une foule pour en devenir le maître ? La découverte de Jules César va se révéler décisive. Arturo Houille n'a jamais entendu parler de Shakespeare. Et voici qu'il doit répéter, pour améliorer son élocution, un extrait du discours prononcé par Marc-Antoine devant le cadavre de César. « Tout à fait ce qu'il vous faut, monsieur Houille. » L'ironie de Brecht est cinglante. Ce passage est connu pour être un modèle d'hypocrisie et de démagogie. Arturo Houille se trouve à bonne école. Pour apprendre son nouveau métier, il lui suffit de répéter maladroitement chacun des vers de Marc-Antoine. Il est vrai que César fit aimer la clémence. Hélas, si sa grande âme eût connu la vengeance, il vivrait. À bon entendeur, salut. Un tyran ne survit que s'il assassine ses rivaux. Ernesto Roma, son lieutenant dans la pièce, Ernst Röhm, le chef des SA, va bientôt l'apprendre à ses dépens. Dans la mise en scène d'Heiner Müller en 1995, une grande personnalité du théâtre allemand joue le rôle du vieil acteur Bernard Minetti. Il exige de son partenaire de rester derrière lui en retrait. Après avoir regimbé, Martin Wuttke, qui interprète Arturo, finit par comprendre qu'il est effectivement de son intérêt de se mettre au second plan. Ainsi, au tableau suivant, le personnage peut changer de registre brutalement et radicalement. Il passe sans transition de la diatribe de Marc-Antoine, annonnée d'une voix brève et rauque, à son premier discours d'homme politique qu'il assène d'une voix rugissante devant une assemblée de petits boutiquiers. Ce n'est plus le même homme. L'acteur semble enfin avoir trouvé son personnage, son double. Il est maître du jeu, manipulant les uns et les autres. Il condamne avec rage les troubles qu'il a lui-même provoqués délibérément avec sa bande de truands armés jusqu'aux dents. Tous luttent contre tous, et donc le chaos règne. En homme politique avisé, il s'engage publiquement à défendre les petits commerçants qu'il vient d'effrayer.
Il leur suffit désormais de payer pour être protégés. La mort seule est pour rien. Tout le reste a un prix. Le nouveau chef intimide les ouvriers s'ils osent se mettre en grève. Les syndicats ouvriers sont matés, les manias des trusts ravis, les commerçants rassurés. L'union nationale et l'obéissance absolue deviennent de nobles obligations. La paix civile mérite bien quelques sacrifices. Cette nouvelle politique se place sous les auspices de ce malheureux Innsbruck, qu'Arturo Houille a politiquement assassiné et qui n'est plus que l'ombre de lui-même, à 2 pas de la tombe. Que quelqu'un comme vous m'ait choisi, moi, le cadet, moi, fils des faubourgs de New York, choisi pour ami, et, je puis le dire en quelque sorte, pour fils. Jamais, monsieur, je n'oublierai cela. Le fils qui a assassiné le père, c'est Brutus. Et voilà que Brutus demande son onction à César. Le fils des faubourgs se proclame ainsi fils de l'aristocratie. Arturo Houille incarne enfin à lui seul l'ordre national nouveau qu'il a imposé en profitant du désastre financier, de la corruption des gouvernants et des conflits sociaux. Le gangster a découvert, en croisant Shakespeare, notre contemporain, hélas, autant de doubles qui le souhaitent. Richard III, Marc-Antoine, Brutus et pour finir César lui-même. Hitler, qui interdit aux peintres allemands de représenter les choses autrement qu'elles sont, veille impérativement à donner de lui qu'une seule et unique image, faite de certitude et d'inflexibilité. Brecht, en renversant cette image de propagande, est plus proche de la vérité historique. Le double vient trahir les mensonges du modèle. On suit les mouvements d'Arturo Houille, il change de visage selon ses interlocuteurs, adapte son rôle aux circonstances, à l'attente des différents publics et selon sa stratégie future. C'est un vieil acteur qui lui a appris l'art de l'illusion, une des armes les plus redoutables dans le combat politique. Brecht participe à cette lutte en ennemi du fascisme. Son théâtre se veut celui de la désillusion. Il double Hitler pour le bafouer, le rapetisser, dévoiler au grand public, le grand public des gens simples, ses liens mafieux avec les trusts, prêts à tout pour défendre leurs capitaux. Conscient du succès du film de Chaplin qui sort en 1940, il souhaite pouvoir rejoindre les États-Unis et faire jouer à Broadway Arturo Houille. Une fois là-bas, il a vite compris qu'il s'était trompé d'adresse. L'annonce en 1938 du projet de Charlie Chaplin de ridiculiser Hitler dans un film qui s'intitulerait Le Grand Dictateur scandalise Goebbels. Comment un petit juif méprisable, mesquin et avide ose-t-il ainsi porter atteinte à l'honneur d'un chef d'une des plus puissantes nations du monde que respectent et craignent les gouvernements étrangers? Chaplin ne prend aucun recul, ne veut rien expliquer, pas du tout sur les positions de Brecht. Il attaque Hitler avec son arme préférée, le rire, qui, si l'on en croit Virginia Woolf, est un couteau qui tout à la fois cisaille et sculpte. Chaplin est acteur, l'autre est dictateur. Tout les sépare. Et pourtant, ils sont nés la même année, le même mois, et ils se ressemblent. Même hauteur, même taille, même corpulence et même moustache. Chaplin dit qu'Hitler lui a volé la moustache de Charlot, et c'est pour ça qu'il se venge. Les rapprochent ainsi aussi leur énergie, leur volonté farouche, leur popularité. Ils ont l'art l'un et l'autre de parler aux simples gens et de les entraîner derrière eux. Ils leur montrent leur malheur
l'un pour les encourager à les surmonter par le rire, l'autre pour nourrir leur haine et leur désir de vengeance. Chaplin et Hitler, qui se ressemblent, sont à l'opposé l'un de l'autre. Il ne reste plus pour Chaplin, qu'à mettre en jeu cette ressemblance discordante. Il court d'un rôle à l'autre, tantôt grand dictateur, tantôt misérable sosie du dictateur, tantôt dans un palais, tantôt dans un ghetto. Le monde est coupé en deux, Charlot aussi. Le cinéaste se garde bien d'écrire une nouvelle comédie des erreurs, le croisement des sosies multipliant méprise et confusion. Le barbier juif ne rencontre jamais le dictateur. Il le supplante avec effroi. La gémellité n'est pas ici source de rire, mais d'angoisse. René Girard remarque que dans de nombreuses sociétés, les jumeaux font peur. Ils incarnent la violence. Il ajoute « toute ressemblance et menace de contagion ». Charlot, en jouant le Führer, en effet, semble contaminé par la folie raciste de son double. Dès sa première apparition dans le film, le dictateur s'agite frénétiquement face à la caméra. Nous le voyons aboyer son discours. Il ne cesse de nous regarder en vociférant et nous éclatons de rire. Confortablement assis dans notre fauteuil, nous lui échappons. C'est lui qui reste à notre merci. La sonorisation du film laisse entendre les imprécations du tyran sous forme d'un méli-mélo de sabir. La multiplication des accents étrangers rend les phrases incompréhensibles, d'où surgissent souvent 2 ou 3 mots qui font sens, qui font mouche. Parfois, cette logorrhée se déchaîne, on voit les micros se courber et se pencher lamentablement. On entend alors une voix off qui traduit ce qui ressemble à un flot d'injures. Notre Excellence vient de dire quelques mots sur les Juifs. Aussitôt, les aboiements reprennent de plus belle, relayés par les haut-parleurs. Cette barbarie sonore m'évoque une remarque d'Elias Canetti. L'ordre est plus ancien que le langage, sinon les chiens ne pourraient pas le comprendre. Sans jamais étrangler le rire, le grotesque vire à la sauvagerie. La bête peut même étaler en quelques secondes sa lubricité. Après avoir bu quelques gorgées d'eau, l'orateur jette le contenu de son verre à l'intérieur de son pantalon pour se rafraîchir au-dessous de la ceinture. Sa puissance l'excite. Ses hurlements sont autant de cris de jouissance. À la fin du film, un tout autre discours vient contrebalancer et contredire cette ouverture vociférante. Invité par le ministre de la Propagande à s'approcher des micros, paralysé un instant devant ces accessoires du cinéma parlant, Charlot, à la fois barbier juif et empereur du monde, prend la parole, ou plutôt c'est la parole qui le prend. On l'entend pendant 8 minutes prononcer des mots de vrais mots humains. Liberté, égalité, démocratie, union, paix. Pendant qu'il parle, immobile, le cadre se resserre lentement sur son visage. Ce moment devient pour le critique André Bazin la plus troublante des métamorphoses. Le masque lunaire de Charlot peu à peu disparaissait. En dessous, comme en surimpression, apparaissait le visage d'un homme déjà vieilli, creusé par quelques rides amères, les cheveux traversés de mèches blanches, le visage de Charles Spencer Chaplin. Pendant un temps, le cinéaste efface son double pour parler à visage découvert face au désastre qui s'annonce. Dans ce temps de désespoir, Chaplin, citoyen du monde, tient à redonner une espérance aux simples gens. Il appelle de ses vœux un monde de raison,
un monde où la science et le progrès mèneront les hommes vers le bonheur. Et il ajoute brusquement, « Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous. » Voilà que l'invraisemblable, l'utopique, surgit sur l'écran. On voit l'armée nazie applaudir à tout rompre. On ne peut pas ne pas le croire, on le voit. Chaplin est muet, désemparé, ému. Ou bien est-ce Charlot? On ne sait plus très bien. La fiction reprend ses droits, il faut bien finir le film. L'image d'une femme qui pleure, allongée par terre, efface lentement le visage de celui qui continue à parler. Cette femme qui sanglote, c'est Anna. Et la même voix off s'adresse à la femme du barbier juif, Anna, et tout autant à l'interprète d'Anna, l'épouse de Chaplin, l'actrice Paulette Goddard. Cette voix invisible appelle aussi de loin la première Anna, la mère du cinéaste, une pauvre femme internée de force dans un asile, laissant derrière elle ses 2 fils. Charlie avait 9 ans. Invoquant ainsi sa mère, qui fait partie des simples gens, Chaplin se fait reconnaître publiquement comme juif, né d'une mère juive, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. C'est sans aucun doute l'une des raisons qui l'ont incité à attaquer personnellement Hitler, malgré les protestations de l'Allemagne, les réticences du gouvernement américain et les menaces de mort qu'il reçoit. Le carnet du projectionniste de Hitler apporte un témoignage troublant. Le Führer aurait demandé à voir, puis à revoir, le film de Chaplin. Pourquoi? On ne sait pas. Voulait-il vraiment se voir ridiculisé par un petit juif méprisable, mesquin et avide, qui le narguait avec un tel succès? Ou bien aurait-il voulu se conforter dans l'idée d'ôter définitivement à tous les autres juifs l'envie de se moquer de lui? Je n'ai pas une très bonne opinion du suicidé. Mes camarades les plus proches considèrent que cette pièce est un peu vide et nuisible. Néanmoins, je ne m'oppose pas au théâtre d'expérimentation et de recherche. Vous serez supervisé par des camarades qui connaissent la chose artistique. Je suis un dilettante en ce domaine. C'est ainsi que le dilettante, Joseph Staline, répond en 1931 à Stanislavski, qui voudrait pouvoir mettre en scène la seconde pièce de Nicolas Erdmann. Il la considère à juste titre comme un chef-d'œuvre dans la lignée de Gogol. Comme souvent dans les farces, voici l'histoire du plus malheureux de tous les hommes. Chômeur privé de chauffage et d'électricité dans sa pauvre chambrette, crevant de faim, excédé par sa femme et sa belle-mère qui semblent vouloir l'humilier en lui apportant leur maigre salaire, Semyon Semyonovitch Podsekalnikov est au bord de la crise de nerfs. Il ne supporte plus rien, sa vie est devenue invivable. Maria, sa femme, au cours d'une nuit agitée, en est soudain persuadée, son mari va mettre fin à ses jours. Les voisins de cet appartement communautaire en sont vite convaincus. La rumeur se répand dès le lendemain à travers Moscou. Sans se concerter, des inconnus se succèdent pour venir le rencontrer chez lui. Ce sont des gens de trop qui se sentent, un peu comme Podsekalnikov, victimes d'un régime qui les marginalise, qui les bâillonne. Ils voient en ce futur suicidé un homme providentiel qui peut devenir leur porte-parole en tant que mort. À l'époque où nous sommes, citoyen Podsekalnikov, ce qu'un vivant peut penser, seul un mort peut le dire. Tous admirent son courage. Cependant, chacun veut détourner ce geste héroïque en sa faveur. Chacun lui demande de mourir pour lui seul et l'adjure de lui réserver l'exclusivité de sa lettre posthume. Cette concurrence des désirs autour de sa personne comble d'aise le pauvre chômeur, entouré d'attention et d'éloges. Il se sent devenir un autre homme.
Depuis le décès de Lénine en 1924, le slogan de Staline continue à résonner dans toutes les têtes. Lénine a vécu, Lénine vit, Lénine vivra. Nikolai Erdmann pourrait reprendre cette même formule. Podselkanikov a vécu, Podselkanikov vit, Podselkanikov vivra. C'est toute la pièce. En tant que suicidé, il a vécu. En tant que héros d'un jour où tous le fêtent au cours d'un banquet d'adieu, il vit. Et même retrouve de plus en plus le goût de vivre. Malgré sa promesse, le héros se sent ensuite incapable de se tirer une balle ou que ce soit dans la bouche, le crâne ou le cœur. Il accepte de perdre son héroïsme, mais non ce qui reste unique et irremplaçable, sa pauvre vie. Coûte que coûte, il vivra. Cette résistance face à la mort, ce désir forcené de survivre, touche au plus profond Nadezhda Mandelstam, la femme du poète. Et elle fait allusion à des tas de gens, de simples gens, qui veulent se suicider. C'est une pièce sur les raisons qui nous ont fait rester vivants, alors que tout nous poussait au suicide. Au cours du banquet organisé avant son départ définitif, Podselkanikov boit plus que de raison. L'ivresse permet soudain à cette victime du régime de prendre la parole qui lui a toujours été refusée. De toute façon, je meurs. Vous comprenez? Ce que je veux, je le fais, mon Dieu. Je peux tout. Mon Dieu, je n'ai peur de personne. La première fois de ma vie, je n'ai peur de personne. Tenez, dans l'URSS, on est 140 millions, camarades. Et chaque million, il y a toujours quelqu'un dont il a peur. Et moi, je n'ai peur de personne. De personne. De toute façon, je meurs. Oh, retenez-moi où je me mets à danser. Aujourd'hui, je suis le maître de tous les hommes. Je suis un dictateur, un tsar, chers camarades. Je peux tout. Ce que je veux, je le fais. Qu'est-ce que je pourrais faire de ce pouvoir délirant que j'ai, camarades? Qu'est-ce que je peux faire comme ça pour toute l'humanité? Le pouvoir s'inverse. La victime, en s'affranchissant de la peur, se sent devenir aussi puissante que le dictateur, mais son propre nouveau pouvoir délirant l'écrase. Il ne sait que faire de sa toute nouvelle puissance, à la différence de Staline. L'air de rien, sous la terreur stalinienne, Erdmann atteint par ricochet le délire frénétique de celui qui n'est pas nommé. Folie que le pouvoir prétendant s'exercer au nom de toute l'humanité. Le héros, avant de se sacrifier, se demande ce qu'il peut faire pour toute l'humanité, reposant, que faire, reposant la même question que Lénine, qui s'interroge en 1902 dans son texte précurseur intitulé « Que faire ?» Ah, je sais, j'ai trouvé. Ah, qu'est-ce que ce sera divin, citoyen. Ce que je vais faire, chers camarades, c'est que je téléphone au Kremlin, en ligne directe au Kremlin, direct dans le cœur rouge de la République soviétique. Ces chers camarades, les convives du banquet, sont tétanisés. Dans un silence glacial, l'égal du dictateur décroche le combiné. Tout se tait quand un colosse parle à un colosse. Encore une fois, on voit que la victime se met à égalité avec le dictateur et rivalise avec lui. Erdmann souligne malicieusement le cercle vicieux du despotisme en même temps. La victime qui veut se plaindre ne peut faire appel qu'au tyran. L'auteur, avec un incroyable culot, interpelle sur scène Staline en l'invitant à sortir de son silence. Et on sait que Staline, au contraire d'Hitler, n'était pas un orateur et qu'il donnait ses ordres par écrit. Qu'il se confronte, lui, le camarade, le plus haut passé, avec son double, avec ce Podselkanikov dont il ne connaît même pas le nom, un simple petit individu perdu dans la masse des simples gens. La communication téléphonique est vite coupée. Staline semble plus que jamais muré dans son silence. Ils ont eu peur. Vous sentez ça? Vous sentez ça?
Vous la sentez, la situation? Le Kremlin de moi, qu'est-ce que je représente? Moi, maintenant, camarade, ça fait même peur de l'analyser. Staline a peur d'un petit homme inconnu. C'est la victoire, le petit homme inconnu, c'est-à-dire de n'importe qui. C'est la victoire du théâtre face aux puissants, de ce jeu qui nous invite, comme le souhaite Léopardi, à rire ensemble de ces couillons qui possèdent le monde. Là encore, la fantaisie rejoint l'histoire. On connaît désormais la peur maladive de Staline. Il est même allé à se saisir d'un juif qui lui ressemblait, à lui faire subir une opération chirurgicale pour obtenir un sosie qui le remplaçait quand il ne voulait pas aller ou qu'il craignait d'aller à une réunion. Erdmann a choisi d'intituler sa comédie « Le suicidé », un mot qui reste tabou en Union soviétique, qui n'apparaît jamais dans les encyclopédies de cette époque où s'annonce le bonheur de tous. En suivant le fil rouge du suicide, Erdmann s'aventure dans le labyrinthe énigmatique du communisme. Il n'explique rien, il suggère. Il laisse deviner cette réalité insaisissable où tout est possible, surtout la nuit, mais on ne sait jamais quoi, sinon le pire. Tout homme est remplaçable, sauf un seul. Erdmann nous dévoile en riant la réalité, l'envers du régime. En tirant le fil du suicide, il détricote lentement la propagande communiste. La dictature se glisse et se dissimule dans le quotidien de chacun. Une bougie, faute d'électricité, une langue de bois au lieu de mots sincères, un slogan pour remplacer les pensées. Cette mort, qui n'en est pas une, dans le suicidé, nous permet de voir cette vie qui n'en est pas une, sous ce régime soi-disant révolutionnaire. C'est Staline, l'ancien séminariste, qui a imposé l'érection du mausolée sur la place rouge pour permettre à tous les simples gens de venir, tous les croyants de la nouvelle religion, de venir vénérer, comme dans une église, la dépouille embaumée d'un matérialiste, le double de Lénine, qui par-delà la mort continue à vivre. Entouré de médecins et de chimistes, cette momie bientôt centenaire continue à proclamer à la face du monde l'avènement du communisme scientifique. Je ne peux m'empêcher de voir apparaître progressivement, derrière le masque de Podselkanikov, le visage de l'auteur. Au dernier acte, tous ses faux amis se retrouvent au cimetière. Et ils entourent le cercueil encore ouvert du suicidé, qui n'est pas mort, qui contrefait le mort. Le lâche n'a jamais osé encore leur avouer ouvertement qu'il était absolument incapable de tenir le rôle-titre de la pièce. Et le voilà soudain, un pantin jaillissant hors de sa boîte. Il crie à tous ceux qui ont tant désiré son suicide qu'il veut vivre, n'importe comment, mais vivre. Quand on coupe la tête à un poulet, il continue de courir, la tête coupée. Même comme un poulet, même la tête coupée, mais vivre. L'auteur sera arrêté en 1933, relégué loin de Moscou pendant un peu plus de 15 ans. Il vivra n'importe comment et la tête coupée, puisqu'il ne pourra plus écrire librement. Erdmann paie au prix fort son désir de dire hautement, et non pas en chuchotant, la difficulté de vivre des simples gens qu'il se garde bien de magnifier. C'est un jeu dangereux de dire la vérité au milieu des menteurs. L'auteur le pressent, sa pièce va ulcérer les censeurs. En l'écrivant, il évite de se soucier de ça. Il pense aux simples gens qui vivent en tremblant et qui auraient tant besoin de rire de leur drôle de vie. Il se répète, pour s'encourager, ce qu'il aura le courage d'assumer et qu'on devrait mettre au fronton de bien des théâtres. Un théâtre qui ne fait pas de scandale n'est pas un théâtre. Il n'y a eu aucun scandale. La pièce a été interdite de représentation et de publication. L'auteur ne la verra jamais représentée de son vivant, tandis que le metteur en scène, qui avait osé la mettre en répétition, l'immense Meyerhold, aura été depuis longtemps arrêté, torturé, exécuté sur ordre de Staline.
Le secrétaire général du parti aime sa propre image, fidèlement reproduite selon les canons du réalisme socialiste. Son visage, œuvre d'art, colorée et souriante, se multiplie partout. Les gens simples, d'un bout à l'autre du pays, peuvent voir sur des images naïves leur grand protecteur, entouré de paysans, d'ouvriers ou de soldats, qui vibrent d'enthousiasme en ne regardant que lui. Chaque affiche, illuminée par le soleil radieux de la Révolution, montre à tous qu'indubitablement, désormais, en Russie, la vie est belle. La vie est belle, c'est une réplique de la pièce. Et Podselkanikov de riposter, j'ai déjà lu ça dans les Izvestia, mais je crois qu'il va y avoir un démenti. Le chef-d'œuvre de la comédie soviétique, Le Suicidé, présente déjà à elle seule, en 1928, un cinglant démenti. Erdmann n'a pas attendu les critiques quelque peu hypocrites de Nikita Khrouchtchev sur le culte de la personnalité exprimé au cours du 20e congrès du parti, 3 ans après la mort de Staline. Du vivant de Staline, Brecht ne pouvait envisager de créer Arturo Ui dans son théâtre à Berlin. Il était sans aucun doute impossible alors d'évoquer en République démocratique allemande Hitler, avec lequel son compère avait cyniquement pactisé. Les deux dictateurs sont aux enfers désormais. Ces enfers qui ressemblent à une scène de théâtre. Les morts s'y croisent, se mettent à dialoguer. Heiner Müller, qui a vécu en Allemagne de l'Est sous 2 dictatures, permet à Staline et à Hitler 2 ombres fantastiques qui ne cessent de hanter notre temps, de se retrouver. 2 fantômes, de fantasmes inséparables qui sont le reflet l'un de l'autre. Comme point d'orgue, je vais prolonger un instant ce jeu sur les doubles en vous laissant entendre un court extrait de Germania 3. Heiner Müller marque sa différence avec Brecht. Il ne se soucie pas le moins du monde de parler aux gens simples, car cette expression était devenue un mot d'ordre dans les 2 dictatures. Les livres qui s'éloignent de la tradition, de l'académisme et qui bousculent l'ordre établi sont brûlés dans l'Allemagne nazie. Les peintres de la modernité, qu'ils soient expressionnistes, cubistes, futuristes, surréalistes et autres, voient leurs œuvres décrochées des musées. Elles sont rassemblées à Munich en 1937 dans une exposition d'art dégénéré. Si ces peintres s'entêtent à représenter les choses autrement qu'elles sont, ils seront, dit Hitler, arrêtés et jugés. À la demande de Staline, le formalisme en musique est violemment critiqué. Les camarades ouvriers et paysans ne peuvent pas comprendre ces inutiles complications de ce langage trop formel. Un chant folklorique vaut mieux qu'une symphonie de Prokofiev. Au théâtre, on assiste au retour des mélodrames. L'ancienne forme n'a pas changé, peu importe si le message est révolutionnaire. Qu'à la fin de la pièce soit reconnu l'héroïsme du communiste et la traîtrise du réactionnaire. Les gens simples comprendront. En cherchant une nouvelle expression qui soit la sienne et non celle du parti, Heiner Müller lutte pour imposer un autre théâtre et se heurtera à une censure effroyable. Il sera connu surtout à l'étranger au départ. Il est radicalement opposé au conformisme de la politique culturelle des dirigeants de la République démocratique allemande. Voici ce court extrait de Germania 3, Heiner Müller. Kremlin, Staline boit. Staline. Camarade, pourquoi est-ce que tu bois la nuit? Pourquoi as-tu peur quand ton pouvoir est la loi? J'en sais assez sur chacun pour le liquider. Dans mon dos, plus aucun ennemi n'est vivant, hein? Les morts ont le sommeil léger. Ils conspirent dans les fondations. Et ce sont leurs rêves qui nous étranglent. Pourquoi cette sueur froide sur mon front? Oubliez que je suis le grand Staline. J'ai peur de mon ombre. L'une après l'autre, 3 apparitions. Lénine bredouillant et hurlant après sa 2e attaque d'apoplexie. Trotsky, la hache de Macbeth,
encore dans le crâne. Hitler qui aboie un discours. Staline parle aux deux premiers fantômes et s'adresse enfin à Hitler. Hitler, mon ami d'hier, frère Hitler, tu brûles mes villages, c'est bien. Parce qu'ils te haïssent, ils m'aimeront. Ta trace sanglante blanchit mon nom. Tant que tu dures, et pas plus longtemps que moi. Continue à vaincre, lance tes chars dans la neige, qui les ensevelira quand son temps viendra. Tu as fait sauter les vannes, maintenant vient l'inondation. Elle t'engloutira le premier. Le dernier vainqueur est la mort. Dans la cage à rats, tu verras Moscou avant que tes morts et les miens ne ressuscitent. Et à ce moment-là, c'est l'entrée des morts. Tous les morts d'Hitler et de Staline entrent en scène. Voilà. Merci beaucoup, merci. Oui, merci Jacques de cet exposé vraiment magnifique et qui resituait très bien ce qui aurait pu ou ce qui pourrait être une dérive de mon cours, de sorte que c'est particulièrement utile. Donc nous avons eu un exposé sur 3 pièces dans lesquelles tout se joue sur le théâtre de l'opinion, donc où tout se joue dans la capacité à parler à tous. Mais nous avons aussi 3 pièces qui sont des pièces de résistance contre des régimes dont la force, ou qui veulent que leur force soit dans la capacité à parler à tous, et qui recherchent une sorte de simplicité obligatoire, et qui ont si bien réussi que le réalisme prolétarien est maintenant une injure dans le domaine de l'art, que l'expression entartete Kunst est maintenant aussi le symbole de ce qu'il y a de pire, enfin dans la condamnation de l'art véritable, et que, encore mieux, le mot Volk, peuple, en allemand, ne peut plus s'employer. De sorte qu'il y a toutes sortes d'expressions dans lesquelles le mot peuple serait utile, étant donné la construction de la langue allemande, et où il ne peut pas s'employer. Lorsque j'étais vice-président de cette maison, Pierre Corvol, qui était administrateur à l'époque, avait organisé avec un collègue de l'université de l'Académie de Berlin-Brandebourg un colloque sur la santé publique. Alors, il y avait une conférence de presse et le collègue allemand disait aux journalistes allemands, c'est ennuyeux, les Français ont santé publique et en français, en allemand, on ne peut pas dire santé publique, il n'y a aucun moyen d'avoir la même expression. Et alors j'ai dit sottement, mais pourquoi vous ne dites pas Volksgesundheit? Alors on a failli me mettre en prison, c'était affreux. Volksgesundheit, ça sonne nazi, on dit mais on n'emploie plus, on peut pas employer le... Et alors je leur ai dit mais vous roulez tous en Volkswagen. Et ils m'ont dit oui mais on dit VW. Même ça, les 2 lettres, la façon de prononcer les 2 lettres, VW, on ne prononce plus le nom. Donc, je mesure ce que je n'avais pas vu venant des ténèbres du Moyen-Âge, que c'est un cours que je ne pourrais même pas faire en Allemagne. Je recevrais immédiatement des tomates. Donc la mise en garde de Jacques Nichet est particulièrement utile. Avant de laisser la parole à la fin, une question absolument minuscule. Comment sait-on qu'il faut prononcer ouille? Quand c'est joué au Berliner Ensemble, on entend ouille. Oui. On a le Berliner Ensemble a joué récemment, et on entend ouille, on voit le public allemand rire beaucoup. Oui, mais parce que, en principe, ouille se prononce oi,
Mais oui se prononce oui. Le mot de mépris en allemand, enfin, ce qui se dit plus en français, l'équivalent de fille, c'est, qui se dit encore, c'est pfui. Alors, je me demande si la prononciation ou n'est pas la prononciation naturelle, mais parce que même en allemand, c'est une prononciation un peu ridicule, et aussi parce que ça ressemble à oi. Or, oi est dans tout le sud de l'Allemagne, l'expression quand on se tape sur les doigts, etc. Mais c'est aussi une expression juive. En yiddish, on dit aussi oi. Et Hitler, je suppose que Hitler, qui était autrichien, quand il se tapait sur les doigts, disait oi, 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 comme disait mon père qui était alsacien, mais tous les juifs d'Europe disaient oi, oi, oi quand ils se tapaient sur les doigts. C'est sans doute enfin, bon, oui, non, c'est sans doute. Voilà. Mais enfin, pardon, je suis trop long et je donne la parole à la salle avec même un micro.